j'adore cette matinée, j'adore mes intervenants avec Hélène Valade. Vous êtes la présidente de l'ORS, l'Observatoire, on va dire, de la RSE, mais également et surtout la directrice du développement durable dans un groupe de luxe. LVMH. Alors, je voudrais commencer tout de suite avec vous, Hélène Valade. Quel type de gouvernance, à votre avis, est à privilégier pour favoriser une transition durable au sein de son entreprise ? Bonjour, merci de votre invitation. Alors d'abord, une transition durable, qu'est-ce que c'est? Avant d'imaginer sa gouvernance, c'est on part d'un point A et puis on va vers un point B. Donc pour gouverner cette transition, je pense qu'il faut mieux parler de transformation. Donc comment pilote-t-on à l'intérieur de nos entreprises une vraie transformation qui soit plus attentive à l'environnement, qui soit plus inclusive? Et pour cela, il faut la piloter. Et la piloter, ça veut dire avoir une vision de là où on veut aller, avoir des objectifs pour entraîner le corps social de l'entreprise au travers de quelque chose qui est organisé. La seconde chose dans cette gouvernance, il faut qu'elle soit co-construite, c'est-à-dire que cette transformation doit faire appel à la co-construction à la fois en interne, évidemment avec les collaborateurs, et puis avec l'externe. Donc elles sont les nouvelles alliances que l'on peut conduire avec des startups, avec d'autres acteurs de l'externe pour aller plus vite et impulser finalement de l'innovation dans cette transformation. Et c'est la troisième condition à mon avis, l'innovation dans cette gouvernance, comment l'intégrer dans la conduite du changement pour véritablement obtenir des résultats et des résultats tangibles. Forcément, je ne me dois de vous poser cette question, Hélène Valade. Quelle est la raison d'être d'un groupe de luxe comme le vôtre aujourd'hui, dans cette transition écologique, sociale et solidaire ? La raison d'être, c'est vrai que c'est l'obsession de Cyrielle et elle a bien raison d'ailleurs. L'obsession de la loi française, de nos ministres, de notre secrétaire d'État Olivia Grégoire, de Barbara Pompili, du ministre Bruno Le Maire aussi. Donc on est beaucoup. Oui, non, mais dans la loi Pacte, le principal c'était de prendre en compte l'impact de l'entreprise sur l'environnement. C'est le premier étage de cette loi. Et celui d'après, c'est la raison d'être. La raison d'être de LVMH, elle est magnifique. Elle est au fond de prendre d'abord la mesure de l'interdépendance entre les produits du luxe avec la nature et donc tout simplement de rendre à la nature ce qu'on lui emprunte. C'est très simple à formuler et c'est d'une complexité sans nom à mettre en œuvre. Mais on peut toujours travailler dessus comme beaucoup d'entreprises en France. On fait, absolument. Mais le luxe, je sais, le luxe arrive de plus en plus à divulguer sa raison d'être, mais c'est pas évident. C'est vrai que sur le marché, on attend beaucoup, on en attend quand même beaucoup du luxe. Un groupe comme LVMH qui a 75 maisons prend son temps, le temps qu'il faut pour en effet définir cette raison d'être, parce que ça doit être un langage commun entre 75 maisons, en plus de secteurs très différents. Et quand même, effectivement, mais il y a déjà des maisons qui ont en plus la raison d'être en interne, pour ne citer que Guerlain, par exemple. Tout à fait. Quelles sont les qualités, à votre avis, nécessaires pour conduire effectivement cette transition durable dans l'univers professionnel et surtout comment l'incarner ? Alors, je pense qu'il faut vraiment avoir du leadership. Il faut embarquer un corps social dans cette transformation. Donc, pour ça, il faut finalement des qualités très humaines de visionnaire et de mobilisation des salariés. C'est très important. Il faut probablement aussi être convaincu, mais pas au sens moral du terme. C'est-à-dire, il faut avoir fait ce shift qui consiste à dire que le business d'aujourd'hui et de demain, c'est un business qui a complètement intégré les enjeux de la durabilité, donc sans poser l'un à côté de l'autre. Voilà, donc cette synthèse entre un modèle économique et sa capacité à intégrer les impacts, structurellement, me paraît capitale. Et puis, troisième qualité, je ne peux pas ne pas la dire, il faut tout de même du courage, parce que transformation veut dire changement, veut dire changement des habitudes. Et pour cela, eh bien, il faut être courageux parce qu'il y a des résistances qui peuvent venir de différents endroits pour lutter contre cette transformation. Simplement de l'habitude, simplement de quelque chose de très humain qui s'appelle un peu la paresse. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas envie de changer parce qu'on les fait comme ça depuis des années. Il y a des valeurs qui sont liées à une carrière et tout transformer d'un coup, c'est pas aussi simple que ça sur un plan humain. Et moi, je suis très très attentive à ça, notamment au sein de l'ORS. Voilà, comment, au fond, expliquer ces changements et bien mettre en place les valeurs qui vont avec pour accompagner l'ensemble des collaborateurs.
Moi, ça me fait. J'ai reçu dans mon émission Ruinart avec Monsieur Dufour et on avait parlé notamment de cette innovation de l'emballage, du packaging qui est compostable, biodégradable et pour enlever effectivement tout ce surplus de papier. Et je pense que ça marchait bien quand même. Ah ben ça marche magnifiquement bien. Ruinart est un exemple qui sont bien reçus. de disruption finalement dans les codes du packaging et ça marche très bien. Non mais vous m'interrogez d'une manière générale. Je pense que pour que la transformation soit globale, il faut avoir le courage de ces innovations. Donc bien sûr qu'il y en a plein qui sont mises en ce moment sur le marché et voilà, il y a une capacité d'entraînement pour que cette transformation soit totale. Est-ce que dans cette transformation, on va plus vite quand on est une entreprise familiale et cotée ? Alors, je pense que j'ai la chance, en effet, d'appartenir à un groupe qui est familial, et donc le rapport au temps n'est pas le même. C'est-à-dire l'exigence du court terme n'est pas aussi forte, probablement que dans d'autres groupes dans lesquels je pouvais être. Donc, ce rapport à un temps un tout petit peu plus long, sans pour autant aller projeter des choses à 2050. D'ailleurs, la nouvelle roadmap et boussole environnementale que nous avons nous emmène en 2023, 2026, 2030. Mais ce rapport au temps un peu plus détendu permet tout de même d'inscrire les choses dans la durée et d'inscrire donc ces transformations dans le temps long. Deuxième chose, puisque vous m'interrogez sur LVMH, il y a dans les valeurs de LVMH, et quand on dit valeurs, c'est pas des mots, c'est vraiment des idées qui fonctionnent comme des attitudes, comme des comportements et qui sont extrêmement importants pour l'ensemble des collaborateurs et qui sont à la fois le goût du risque, le goût de l'entreprise, le goût d'entreprendre, la créativité, l'excellence et une nouvelle valeur qui a été ajoutée par Bernard Arnault il y a un an, celle de l'engagement, à la fois sur un plan social et sur un plan environnemental. Donc cette alchimie entre innovation, excellence, risque, entreprise et engagement et pour moi la définition d'ailleurs de ce que peut être cette responsabilité sociétale et environnementale. Il y a quelques semaines, on a entendu parler, vous avez communiqué dans les médias de votre nouvelle feuille de route, on va dire développement durable ou RSE, ou raison d'être. Life 360, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelques actions, quelques initiatives qui en découlent ? Avec très grand plaisir. C'est en effet une boussole qui va embarquer les 75 maisons sur une idée très simple qui est de dire comment fait-on pour rendre à la nature ce qu'on lui emprunte. Et là, il y a 4 axes, mais enfin, il y en a 2 qui sont vraiment structurants. Le premier, c'est celui de l'économie circulaire, donc de la circularité créative, celle qui va inspirer les designers, qui va inspirer les goûteurs dans nos métiers des vins et spiritueux, qui va inspirer aussi les nez dans les métiers parfums et cosmétiques. Comment peut-on avoir des produits de luxe qui soient au fond la signature de notre ambition environnementale, donc éco-conçus, à base de matériaux biosourcés, recyclés dans certains cas, et qui durent. Et comment porter cette durabilité très très loin par des services de réparation qui sont robustes, par de l'upcycling. Virgil Abloh chez Louis Vuitton a fait quelque chose d'assez extraordinaire qui a donné le ton pour d'autres maisons, qui a été d'upcycler un certain nombre de ses pièces. Il a construit une collection uniquement sur cette idée-là. Donc l'upcycling est vraiment rentré dans l'ADN de Louis Vuitton à tel point que d'ailleurs le sigle de l'économie circulaire a été utilisé dans le logo Louis Vuitton pour désigner ces pièces. Et puis vous parliez tout à l'heure de Ruinart qui est en train en effet de casser les codes du packaging. Ça c'est le premier axe. Voilà. Ce que j'aime aussi chez Ruinart, c'est qu'il n'y a pas de transport aérien. Non mais c'était hyper intéressant d'avoir arrêté depuis déjà quelques années tout à fait. Le transport aérien dans sa politique de livraison. C'est le bateau dans les vins et spiritueux, mais là aussi, c'est aussi extrêmement intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est en train d'arriver dans d'autres maisons. Comment par exemple lesquelles, Hélène ? Alors, dans celles de parfums et cosmétiques, par exemple, qui sont en train de travailler d'arrache-pied là-dessus, en se posant une question très simple, en se disant finalement, il y a des produits qui peuvent prendre un peu plus de temps que d'autres pour arriver là où ils sont attendus. Comment revisiter l'ensemble de ma chaîne logistique pour avoir comme finalité la date de départ du bateau et non pas la date de mise en boutique, si je puis dire. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on revisite vraiment l'ensemble des habitudes grâce à la question qu'on pose à tous les étages.
qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'impact environnemental? Céline, puisque vous m'interrogez, est-ce que vous voulez des noms de maisons? Voilà, Céline aussi est en train de revisiter totalement sa logistique pour utiliser davantage le bateau que l'avion. Et sur le terrain, il y a peut-être quelques semaines, j'étais avec Laurent Boileau, votre PDG au sein de la marque de cognac Hennessy, qui voilà, a fait un partenariat avec Reforestation pour planter des arbres en France, mais aussi au Kenya. Voilà, oui, par exemple. parce que le deuxième axe, c'est la biodiversité. Comment peut-on donc rendre à la nature, comme je le disais, ce qu'on lui emprunte, grâce à l'agriculture régénératrice aussi, comment faire en sorte que non pas seulement de limiter des impacts, mais d'apporter de la biodiversité là où nous sommes. Vous citez les vins et spiritueux. Les paysages de vignobles sont en train de changer complètement. On voit des vignes à perte de vue jusqu'à maintenant. Ça sera plus du tout ça dans quelques années, parce qu'en effet, on réintroduit des arbres, et notamment des arbres fruitiers au sein des vignobles. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre intervention inspirante, Hélène Valade, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous pour expliciter la raison d'être. Avec plaisir, merci. Parfait.